franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou et merci pour votre fidélité au programme de la Voix des Cotonois. Vente multiple de parcelles, des héritiers qui se lèvent du jour au lendemain pour contester une vente opérée par leur feu géniteur. Conflit domanial, procédure judiciaire interminable, décision de justice contestée mais exécutée de force. Des citoyens qui se retrouvent sur la belle étoile en pleurs. C'est de vécu dans notre pays. Pour conjurer le mauvais sort, le gouvernement du Bénin a décidé de conduire entre autres un projet de réalisation du cadastre national qui a démarré en 2019. Ce qui doit permettre d'assurer la sécurité des données foncières, mais aussi de contribuer à la réduction des conflits fonciers et à l'amélioration, la disponibilité et la fiabilité de l'information foncière dans notre pays. Aujourd'hui, où en sommes-nous concrètement? Quelle est la mobilisation réelle autour de ce projet? Annoncées comme novateurs, les populations sont-elles réellement impliquées dans ce projet? Pour y trouver des réponses, nous recevons ce dimanche sur votre dominicale de vérité franc-parler, Monsieur Fabrice Gilles Kossou. Il est le chef département du cadastre des opérations et de l'information foncière à l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier. Bonjour à vous, Monsieur Kossou. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce programme. C'est moi. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tiquet et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. À 11h15, le standard sera ouvert à nos auditeurs pour recevoir vos questions ou vos préoccupations. On va donc vous accorder suffisamment de temps aujourd'hui pour pouvoir poser des questions à notre invité. Les numéros sont connus, 41 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez également laisser donc votre question, mais faites l'effort, question courte via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. Merci et nous revenons sur ce plateau après cette précision, Monsieur Kossou. J'ai bien envie de vous demander ce matin pour démarrer cette émission, quel est le profil pour occuper votre poste à la NDF? Merci, monsieur. Ne soyez pas gêné et ne soyez surtout pas avare. Dites-nous tout, je vous en prie. Bon, vous avez bien compris que dans l'intitulé de mon titre, vous avez dit chef département cadastre des opérations et de l'information foncière. Alors, donc, ça oriente un peu sur le profil. C'est un profil de technicien, c'est un profil de... C'est pas un profil politique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un profil totalement technique. C'est en fait la direction technique de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et donc, mon profil personnel, je suis géomètre expert de formation, de profession. Et puis, géomètre cartographe formé. J'ai travaillé un peu pendant plus de 10 ans à l'Institut géographique national, où j'ai servi à des postes de responsabilité, avant d'aller faire un petit tour à la GIZ, coopération allemande, avant d'aller dans le privé, quelques années dans le privé, et puis ensuite à la création de l'ANDF, le projet m'a plu, et j'ai postulé au poste où j'ai été sélectionné après plusieurs étapes de sélection, de composition, à l'écrit comme à l'oral, et j'ai pu obtenir le poste de chef département technique à l'Agence nationale du domaine du foncier, où je travaille depuis décembre 2016. D'accord. Et là, donc, j'ai bien envie de vous demander, quand vous faites l'analyse comparative dans le privé et dans le public, le poste que vous occupez, vous respirez mieux où? Ça, c'est... Question difficile. Mais là, vous êtes au service de la République. Je suis vraiment au service de la République. En fait, je suis là, non pas... ça dépend de l'angle sous lequel on regarde ça. Si je dois regarder ça sous l'angle de... Est-ce que ça me rapporte de l'argent? Je dirais non, le privé est meilleur. D'accord. Mais beaucoup plus parce que il faut quand même des fils du pays pour aller faire le travail. Il faut aller faire le job, comme le dirait le grand patron. Alors, donc, c'est beaucoup plus le projet qui plaît. La mise en place d'une agence de ce genre, de ce type, il n'y en a pas beaucoup dans la sous-région. Et pouvoir
essayer de régler tous ces nombreux problèmes qui se posent dans le secteur du foncier, eh bien, c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que nous nous battons tous les jours, que le bon Dieu fait, afin que quelque chose puisse changer et que nous puissions marquer notre passage d'une manière ou d'une autre. D'accord, je vous vois très à l'aise quand même dans cette fonction-là. Parce que je vous ai déjà suivi une fois et je peux vous dire que vous êtes à votre place si je m'en abuse. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kossou, pour votre passage sur cette émission, pour nous éclairer davantage. Alors, la première question qui vient donc après votre profil, c'est de savoir, c'est quoi un plan cadastral? Le plan cadastral, je dirais le cadastre tout court, c'est un dispositif numérique permettant d'enregistrer, d'organiser, de mettre à jour et de diffuser des informations foncières, des entités, donc des informations liées à des entités foncières situées sur un territoire donné, ainsi que des informations liées aux personnes qui détiennent des droits sur ces entités foncières-là. Donc, je veux dire que le cadastre, en fait, c'est d'abord un contenant et un contenu. Le contenant, c'est tout le dispositif, toute la plateforme informatique qu'il faut pour pouvoir accueillir ces informations. Mais de l'autre côté, il y a également le contenu que constituent les informations liées aux parcelles, aux droits et aux personnes qui détiennent les droits sur les parcelles. Donc voilà à peu près, très succinctement, ce que ça signifie le cadastre. D'accord. Mais j'ai l'impression que quand même, toute cette initiative qui est enclenchée concernant les parcelles dans notre pays, est-ce que vous ne voyez pas qu'on fait souffrir un peu trop les citoyens? Parce qu'on nous dit par exemple de remplir des formalités au niveau de l'ANDF, une autre agence ou je dirais un autre département de l'agence qui vient encore nous parler de cadastre et tout ça. Est-ce que vous ne voyez pas que le citoyen en reçoit un peu trop? Vous savez, c'est tout un cheminement. Alors, donc, les réflexions évoluent et à chaque fois qu'il y a des plaintes, qu'il y a des gênes qu'on ressent au niveau des usagers, des citoyens, il faut bien apporter des solutions adéquates. Alors, donc, vous n'êtes pas sans savoir que nos tribunaux sont engorgés. Vous l'avez annoncé à l'entame de cette émission, il y a beaucoup de conflits fonciers et beaucoup de conflits. Et donc, dans nos tribunaux, le fort taux de la typologie des dossiers qu'il y a au tribunal, c'est lié à la parcelle. Alors, donc, le gouvernement en est même arrivé à créer une cour spéciale pour les affaires foncières. Cela va sans dire. Et donc, il faut pouvoir trouver des solutions à ça. Et la plupart, lorsqu'on parcourt un peu la typologie de ces conflits fonciers, là, on se rend compte que la plupart, c'est sous-tendu par l'absence d'une base de données et pouvant retracer l'histoire même des parcelles, du foncier. Si aujourd'hui, des individus peuvent se lever et dire que toute une zone appartenait à leur arrière-grand-père, les gens peuvent remonter jusqu'à la période des rois, de la royauté, pour réclamer tout un espace, eh bien, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'information. Et donc, si les gens peuvent aller rester en justice, discuter entre eux et laisser de côté ceux qui occupent le terrain, et puis, voilà, un beau matin, vous voyez à votre porte un huissier de justice avec une décision de justice qui dit « on doit vous déguerpir ». Eh bien, tout ça, c'est parce que on se pose la question de savoir est-ce que le juge sait que sur le terrain sur lequel il est en train de travailler, il y a des occupants qui sont autres que ceux qui sont en face de lui. Alors, donc, il faut pouvoir combler ce vide-là et mettre à la disposition de tout le monde un dispositif consultable par tous et qui retrace l'historique même des parcelles. Et donc, tout ça fait que ça fait appel à la mise en place du cadastre. Alors, cadastre national et enregistrement de parcelles, est-ce qu'il y a une différence? Je vois bien, je vous vois venir. Je pense que vous êtes en train de parler de ce qui se passe au niveau de Sainte-Rita, au niveau de la direction générale de l'ANDF depuis quelques années. Il s'agit là-bas de l'enregistrement des conventions de vente. La convention de vente, c'est un contrat de vente et donc répondant aux dispositions du Code général des impôts qui demande à ce qu'un contrat
puisse être enregistré pour obtenir une date certaine, eh bien, la convention de vente est également un contrat qui doit être présenté à l'inspecteur des impôts pour recevoir une date certaine. Donc, les opérations qui se font au niveau de la direction générale de la NDF, auxquelles les gens sont habitués, c'est l'enregistrement des conventions de vente, donc en tant que document, en tant que contrat, et non pas l'enregistrement des parcelles. Mieux, ce n'est pas la NDF qui fait l'enregistrement des conventions de vente, c'est plutôt la Direction générale des impôts. Et donc, ce sont des agents de la Direction générale des impôts à qui on a octroyé des bureaux au niveau de l'Agence nationale du domaine du foncier parce qu'au départ, il y avait une idée de guichet unique à mettre en place et c'est pour ça que des bureaux ont été octroyés à ces agents-là, mais on ne les a pas délogés. L'opération continue. Mais les gens, dans la tête des gens, c'est au niveau de l'ANDF qu'on va, et à juste titre, c'est l'immeuble de l'ANDF. C'est l'immeuble occupé par l'ANDF. Et donc, mais ce compartiment-là est occupé par des agents des impôts qui viennent opérer à ce niveau. Mais aujourd'hui, il s'agit de l'enregistrement des parcelles. Et c'est la raison pour laquelle des équipes sont sur le terrain. On ne demande pas aux gens de venir dans un bureau, mais ils restent chez eux et les équipes se déplacent vers eux pour aller procéder à l'enregistrement de leurs parcelles sur le terrain. Parce qu'il faut aller ramener la physionomie du terrain pour pouvoir organiser ça. Donc, il faut donc faire cette clarification pour les citoyens. Donc, quand on va à l'ANDF, c'est pour rencontrer un agent des impôts pour pouvoir enregistrer sa convention de vente. Exactement. Et ça n'a rien à voir avec le processus qui est en cours, qui concerne le cadastre national, où il faut aller sur le terrain pour chercher les informations dignes du nom. Donc, il est important de clarifier ça. Alors, depuis que ce projet a été lancé, c'est en 2019 que le projet a été lancé. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Alors, je voudrais d'abord dire que la réforme foncière a abouti déjà depuis 2013 au vote de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier domanial en République du Bénin qui a été complété et modifié en 2017 par la loi 2017-15 du 10 août 2017. Et c'est depuis ce code foncier domanial en 16 articles 452 et suivants que le cadastre a été institué. Mais le gouvernement actuel, venu en 2016 déjà, en avril 2016 je crois, et déjà en décembre 2016, le gouvernement a pris en Conseil des ministres le décret 2016-726 du 25 novembre 2016 portant mise en place du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national. Cela indique clairement combien le gouvernement actuel tient à cet outil-là, qui est un outil très important. Le but visé étant donc de doter le pays d'un outil moderne et fiable en vue d'une gestion foncière efficiente, d'accord, qui, une fois mise en place, permettra de garantir efficacement l'acquisition des terres et de professionnaliser donc le marché immobilier national par l'informatisation du système foncier et domanial. Alors, le cadastre est un véritable instrument de développement économique et de progrès social et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a opté pour déjà la mise en place du comité technique qui a commencé à travailler et un certain nombre d'opérations ont été effectuées. D'abord, la numérisation, on a collecté tous les documents existants. On a parcouru les 77 communes et collecté tous les documents existants. On a essayé de les numériser. D'accord. Quand vous parlez de documents, je voudrais savoir. Alors, quand je parle de documents fonciers, en fait, c'est les documents issus de toute opération foncière qui avait eu, donc les lotissements, les plans fonciers ruraux, d'accord, les registres fonciers urbains. Donc, tout ça est sous-tendu par des plans et des répertoires. Et tous ces documents ont été collectés, numérisés, organisés et mis en ligne. En fait, l'information a été mise en ligne sur le site www.cadastre.bj. Consultable gratuitement par n'importe qui. Là, tout de suite, vous tapez www.cadastre.bj, vous pouvez aller voir toutes les informations dont je suis en train de parler. Alors, donc, ça, c'est déjà un premier pas. Si j'y vais, je trouve ma parcelle. Si votre parcelle a été dans les plans qu'on a collectés. D'accord. Donc, vous voyez bien qu'en faisant ça, on voit qu'il y a des zones où il y a des informations, on voit des zones où il n'y a aucune information. Oui. Et l'objectif du cadastre... Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties. Exactement. Il y a des zones qui ne sont pas encore loties.
Et donc, il faut aller sur le terrain pour voir là où on a déjà des informations, si les informations dont nous disposons correspondent encore à ce qui est sur le terrain. Donc, il faut actualiser ces données-là. Mais les zones vides d'informations, il faut aller collecter les informations afin de prémunir encore ces zones-là de tout ce que nous constatons aujourd'hui, à savoir les remises en cause perpétuelles et éternelles sur les droits fonciers. Et donc, ce travail a déjà été fait et c'est par l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires du Bénin que cette opération de réalisation du cadastre national a pris corps. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que les partenaires viennent encore chercher dans ça? Vous savez, il faut quand même des moyens. Ah, il faut quand même des moyens. Donc pour déployer les équipes sur le terrain. Il faut quand même les payer. Il faut un certain nombre de choses. Je parle de dispositifs numériques. Il faut mettre en place tous ces dispositifs. C'est de l'argent, d'accord. Donc le gouvernement y met, mais le gouvernement se fait également accompagner par ceux qui sont intéressés à faire ce travail-là, ce chemin-là aux côtés du gouvernement. Donc ces opérations se font et donc on a d'abord fait une première étape qui est un test. D'accord, on a choisi 4 villages où il faut aller faire des tests, il faut aller dimensionner un peu les choses. Par quelle méthodologie on doit aborder la question pour pouvoir faire la couverture intégrale du territoire national très rapidement et à moindre coût. Et donc, il faut aller faire des tests. Et des tests ont été faits. Donc, ce que nous avons appelé les tests d'optimisation des procédures. Et ensuite, une première phase de mise en place a commencé à partir de 2 communes qui ont été choisies, Boikon et Ndali, où le travail a été effectué. Des leçons ont été tirées de ça. Et il y a eu une première montée à l'échelle où 10 communes ont été choisies, mais les communes n'ont pas été entièrement couvertes. Et ce travail a déjà été fait, donc ça fait au total 12 communes d'intervention, mais 24 arrondissements ont été impactés par cette opération-là. Les 12 communes, c'est Cotonou, Abomey-Calavi, Porte-Novo, Sakete, Pobé, Grand Popo, Aplahoué, Djougou, Parakou, Ndali, Boikon et Semepoji. Voilà. Donc, voilà les 12 communes, mais n'ont pas été entièrement couvertes. Et arrivé à cette étape-là, le gouvernement a décidé de couvrir entièrement une première commune, qu'est Cotonou. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. J'ai cité tantôt Cotonou dans les 12 communes, mais j'ai dit qu'on n'a pas couvert entièrement. Et donc, en ce moment-là, donc c'était en 2023, on a couvert du 9e au 13e arrondissement de Cotonou. Et donc, pour faire la couverture intégrale de Cotonou aujourd'hui, il faut rajouter du 1er au 8e arrondissement. Et c'est l'opération qui est en cours actuellement. D'accord. Mais pourquoi vous avez choisi Cotonou? Alors qu'il y a un gros marigot à côté où il y a tout un problème. Je parle de la commune d'Abomey-Calavi. Pourquoi cette commune n'a pas attiré votre attention et que c'est Cotonou qui vous préoccupe? J'ai cité tantôt à la commune d'Abomey-Calavi parmi les communes. Mais vous avez dit qu'il y a un travail spécial qui se fait actuellement sur Cotonou. Exactement. Pourquoi vous l'avez pas fait? Il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement a choisi. On a l'impression que vous retardez, vous repoussez les difficultés, c'est ça? Non, tout le monde connaît les difficultés de Abomey-Calavi. Je puis vous assurer que toutes les autorités sont pressées que le travail puisse se faire à Abomey-Calavi aussi. Mais Cotonou est déjà un peu bien structuré, il y a un certain nombre de choses. Et donc, il faut voir un peu comment ça va se comporter. Toute la machine va se comporter à Cotonou. Si ça marche à Cotonou, ça va marcher ailleurs, ça c'est sûr. Mais il faut bien commencer quelque part, comme je viens de le dire, et le gouvernement nous a orientés vers Cotonou. Et donc, alors, voilà, nous sommes sur Cotonou. Quand vous avez abordé donc, le travail dans les 12 communes, pour avoir donc une idée globale de cette affaire-là, est-ce que vous avez constaté des disparités ou bien c'est les mêmes problèmes que vous avez rencontrés donc, sur le terrain dans ces 12 communes? Cotonou a sa particularité, bien entendu. Cotonou est un peu plus couvert, il y a plus de zones vraiment agricoles et autres. Donc les problèmes sont autres. Les difficultés rencontrées sur le terrain actuellement,
c'est de plusieurs ordres par rapport à la participation même de certaines personnes. Il y a par exemple des zones résidentielles où on n'arrive pas à rencontrer les propriétaires. Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Il y a des maisons qui sont vides. Il y a des maisons dans lesquelles on ne rencontre pas les personnes qu'il faut pour obtenir les bonnes informations. Lorsque vous voyez face à un gardien qui n'est pas à même de vous donner les renseignements, les renseignements liés au propriétaire, même son contact. Lorsque vous allez dans une maison qui est entièrement en location, les locataires ont du mal, ils sont réticents à donner les contacts même du propriétaire. Donc il y a autant de difficultés. Il y a des zones par exemple où les parcelles sont vides ou bien ce sont des entrepôts, des magasins où on ne rencontre pas les bonnes personnes. Il y a également certains citoyens que l'on rencontre mais qui sont réticents, qui ont pour une raison ou pour une autre, qui ne veulent pas donner les informations qu'il faut présenter, leurs documents pour que les actes... Vous-même, vous connaissez, parce que les gens ont peur de payer des impôts. Alors, donc, quand on regarde le plan cadastral, quand on regarde MDF, on dit, bon, ce gouvernement, franchement, est dans la dimension véritablement de nous taper dessus. Donc, il vaut mieux se cacher. C'est une bonne question. Oui. Si tant est que le gouvernement était très intéressé par les impôts, je ne pense pas que le gouvernement va commencer par Cotonou parce que la plupart des parcelles de Cotonou reçoivent déjà des avis d'imposition. Donc, ça ne va pas être quelque chose de nouveau, ça. Et donc, si c'est aller distribuer les avis d'imposition, je ne pense pas que le choix serait porté sur Cotonou. Alors, donc vous rassurez les concitoyens. Absolument. Que ce n'est pas l'objectif. De toutes les façons, je viens de dire que 12 communes ont été impactées. Je veux bien qu'à cette antenne, quelqu'un puisse appeler pour dire parce que j'ai fait enregistrer ma parcelle au cadastre, j'ai reçu un avis d'imposition alors que je n'en recevais pas. Il n'y en aura pas un seul. Mais à chaque fois, les populations ont peur de ci ou de ça et se rendent compte au finish qu'ils avaient eu tort d'avoir peur et de ne pas participer à l'opération qui est lancée. La preuve, c'est que on a parlé tout à l'heure de l'enregistrement des conventions de vente. Alors, qui est-ce qui a reçu un avis d'imposition alors qu'il n'en recevait pas parce que simplement il a fait enregistrer sa parcelle, sa convention de vente? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que les gens avaient peur également quand cette opération avait été lancée et rendue gratuite. Les gens gardaient leur convention de vente par devers eux et jusqu'à ce que finalement le gouvernement a remis encore les taxes à payer, les taxes à payer. Et il y en a beaucoup qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Et c'est la même chose. Lorsque, je me rappelle, l'opération Ravip avait été lancée, plusieurs personnes se sont abstenues de se présenter. Ensuite, elles se sont rendues compte qu'il fallait ça pour obtenir aujourd'hui une pièce d'identité et pour faire toute autre opération. Ça va être la même chose. Il faut continuer à sensibiliser. C'est ça, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à convaincre. Il faut continuer à convaincre la population en disant si l'initiative vient de l'administration, si l'initiative vient, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une idée derrière la tête et que ce soit toujours un piège. Et donc, là-dessus, c'est véritablement la sécurisation foncière qui est l'objectif principal de l'administration en lançant cette opération de cadastre national. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui à Cotonou? Parce que là, vous êtes en train de travailler sur Cotonou. Dites-nous tout. Actuellement, à Cotonou, des équipes ont été déployées du 1er au 8e arrondissement pour aller à la rencontre des populations et mesurer les parcelles aux endroits où il y a besoin de le faire, mais surtout recueillir les informations sur les actes détenus qui justifient les droits détenus sur les parcelles et recueillir les informations sur ceux qui détiennent ces droits-là et ensuite pouvoir les enregistrer dans la base de données cadastrale. Il y a d'abord une première phase donc, de collecte de données, ensuite une deuxième phase d'affichage de toutes les informations recueillies. On va afficher ces données-là au grand public pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de se prononcer. Pendant 30 jours. Donc, quartier par quartier, les informations recueillies seront affichées pendant 30 jours pour permettre à tous ceux qui ont intérêt à se manifester
Parce qu'on ne sait jamais, les agents peuvent venir, nous sommes tous des humains, il peut y avoir un nom mal écrit, il peut y avoir mal donné quelque part, il peut donc, les gens peuvent... Quand vous dites que les informations seront affichées, ça va se faire comment? C'est un tableau qui présente les parcelles avec les noms ou bien juste des informations sans plan? Je ne sais pas, je voudrais savoir. Très bien, oui. Ça va être deux choses. Le plan, un plan, d'accord, et ensuite un répertoire, une liste d'informations, toute une liste d'informations pour dire telle parcelle qui a tel numéro, voilà le nom qui a été enregistré là-dessus. Et là, ça va, et des agents sont là pour aider la population à la lecture de ces documents-là, ceux qui n'arrivent pas à lire ces documents, à comprendre, à lire un plan. Il y a des agents spécialisés qui seront là pour les aider. Tout ça est fait avec le concours des autorités locales. Le chef quartier, les sections urbaines de gestion foncière seront là, les membres seront là pour aider. Et donc, les populations peuvent se rapprocher des chefs quartiers pour avoir l'information. Quand est-ce que les équipes sont sur le terrain? Quand est-ce que l'affichage se fera? L'affichage se fera également en un lieu public et libre d'accès, pour que tout le monde puisse venir. Maintenant, à côté de ça, à côté du plan et du répertoire, il y aura un registre ouvert pour recevoir les observations, les revendications et puis les avis de ceux qui viennent pour consulter ce registre-là. Après cette période d'affichage, les observations et les réclamations seront traitées afin que les documents, soit le plan et le répertoire, donc les données cadastrales, puissent être corrigés. Et une fois que ces données sont corrigées, ça va être reversé dans la base de données cadastrales et ça va servir désormais de référence. Toutes les parcelles qui auront été enregistrées vont se voir affecter un numéro unique parcellaire. Et c'est à partir de ce numéro unique parcellaire que désormais, toute opération liée aux parcelles vont se faire parce que toute la vie de la parcelle sera désormais régie à travers la base de données cadastrales, la plateforme. Et les ventes, le numéro d'identification personnelle pour les êtres humains. Exactement. C'est la même chose. Le numéro unique parcellaire est pour les parcelles ce qu'est le numéro d'identification personnelle pour les humains. Alors, qui sont ceux que vous envoyez chez nous pour collecter ces informations? Ce sont des agents bien formés avec tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir faire le travail. Ils ont le matériel de mesure, donc des récepteurs, ce qu'on appelle des récepteurs GNSS. Je ne sais pas si tout le monde peut savoir ce que c'est, mais ce sont des instruments que vous voyez avec les géomètres souvent, avec une canne et un petit appareil qui est par-dessus. Ça leur permet de faire des mesures. Et puis ensuite, ils sont en équipe. Un autre enquêteur qui va recueillir les informations socio-foncières avec une tablette, qui va prendre des photos, parce qu'il y a la prise des photos de ceux qui communiquent les informations. Ça permet de retracer après qui a dit quoi en cas de difficulté. Ça va pas rassurer les gens. Ah non, c'est pas pour... Oui. C'est pour assurer de la transparence. D'accord. Nous voulons faire quelque chose de très important. Et vous savez, le foncier, c'est sensible, d'accord? Et il faut pouvoir se justifier plus tard. Parce que ce qui peut rassurer beaucoup plus, c'est que l'opération se déroule en public. Si vous avez des droits à faire valoir, vous n'aurez pas peur de venir devant le public pour vous faire connaître. D'accord. Alors, donc, si vous voulez, il ne faut pas permettre à ce que des choses se fassent en catimini. Il ne faut pas continuer dans la même veine. Si nous déplorons les conflits fonciers tribunaux aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est en train de se jouer d'autres qui ont des droits. D'accord? Donc, il faut que moi, je suis propriétaire de ma parcelle, je me présente à l'équipe, je présente mes actes qui me confèrent des droits sur la parcelle, je montre ma parcelle, je donne les informations devant tout le monde et ensuite, je me fais photographier. D'accord? Ça permet également, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de ressortir qui était là en ce moment-là. D'accord? Et personne ne viendra voir vos enfants, même si vous partiez, personne ne viendra voir vos enfants après pour dire non, votre père n'a jamais eu cette parcelle-là. C'est moi qui ai toujours labouré ici.
c'est moi qui ai toujours fait telle chose ici. Donc, au moins, ces éléments vont rester dans la base de données et on pourra ressortir ça pour dire non, c'est bien, bel et bien ce monsieur-là. Ce monsieur-là est votre père, oui, c'est bien lui le père. Et donc, c'est lui qui était là, c'est lui qui nous a fourni les informations. Et donc, monsieur, écoutez, libérez les lieux. D'accord. Alors, pour le propriétaire, parce que vous allez dans certaines zones, vous l'aviez mentionné, où les gens ne sont pas à la maison. Portail fermé, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? C'est la raison pour laquelle nous communiquons. Nous essayons de communiquer, même dans les maisons où on trouve certaines personnes, mais qui ne sont pas à même de fournir les informations. On laisse des flyers qui portent des numéros qui justifient l'opération et qui portent des numéros de téléphone afin que les gens puissent appeler après pour prendre rendez-vous avec les équipes suivant leur disponibilité. Et donc, là où il n'y a personne du tout, eh bien, ce n'est que par les ondes qu'on pourra les joindre. Communication à travers les ondes, communication à travers les réseaux sociaux pour pouvoir les toucher. Et donc, voilà, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, si vous ne trouvez pas les gens, vous prenez au moins les dimensions. On prend les dimensions, mais on marque que cette parcelle-là, on n'a pas pu identifier le propriétaire. Donc, il y a une parcelle comme ça où on va marquer qu'on n'a pas pu identifier le propriétaire de la part. À tout moment, il peut se pointer il peut se pointer à tout moment. Et donc, il y a une procédure à suivre pour pouvoir rétablir le propriétaire dans ses droits. C'est pas que une fois que c'est fait comme ça, c'est fini. Mais à tout moment, il pourra se faire rétablir dans ses droits, mais il va devoir suivre une procédure administrative. D'accord. Et avec paiement, c'est ça? Parce que si le délai passe, si les projets passent, vous commencez à faire payer les gens. C'est ce qui se fait aujourd'hui à l'ANDF. Si vous avez le souci vraiment de faire bien à la communauté, on peut donc attendre les gens quand même pour des années. Pourquoi pas? Si le souci, c'est la crédibilité. Parce que ça aussi, il faut voir. Vous savez, lorsque le gouvernement met de l'argent à disposition pour déployer des équipes sur le terrain, il faut payer les équipes, je viens de le dire tout à l'heure. Il faut payer tous ceux qui interviennent. Ce sont des fils et filles du Bénin aussi qui ont une famille, qui ont besoin de nourrir leur famille. Mais on ne peut pas les maintenir sur le terrain ad vitam aeternam. On ne peut pas les maintenir sans savoir quand est-ce que ceux qu'on n'a pas pu identifier... Ils ne sont pas des agents permanents. Ils ne sont pas des agents permanents de terrain. On ne peut pas faire le projet de façon indéterminée. Et donc, lorsque la fin va venir, la période va finir, eh bien, on va devoir retirer les équipes du terrain. Et la procédure administrative à faire pour se rétablir dans ses droits, c'est que ça nécessitera forcément encore un déplacement. Donc, forcément, il faudra payer ceux qui vont être sollicités en ce moment-là. Je vous ai dit, le gouvernement met de l'argent, mais avec ses partenaires. Et il va falloir que les responsabilités puissent être situées et que chacun puisse faire face à ce qui est là. D'accord? Donc, si, c'est possible. C'est pas moi qui décide de ça. C'est possible que ça soit entièrement gratuit. C'est possible également que les gens puissent... Au finish, si tout ce dispositif est mis en place, qu'est-ce que nous avons sur votre site internet? Alors, sur la plateforme du cadastre, j'ai dit tout à l'heure, déjà, vous pouvez aller regarder sur cadastre.bj ce qui est là. Ce sera presque pareil, mais avec un peu plus de possibilités, de modules. Vous pouvez voir, par exemple, les parcelles qui ont des titres fonciers. Il y aura des jeux de couleurs qui vous permettront de... qui vont parler au public, Cette parcelle, on n'a pas d'informations là-dessus. Le propriétaire n'a pas pu être identifié. Cette parcelle, oui, on a identifié un propriétaire pour ça. Cette parcelle... Elle dispose d'un titre foncier. Cette parcelle est en cours de vente. D'accord. Cette parcelle est litigieuse. Ça, avec des jeux de couleurs, on peut déjà parler à la population à travers ça. Mais également, il y a le SMS. Par SMS, en entrant le numéro unique parcellaire, on peut obtenir directement sur son téléphone des informations liées à la parcelle dont on a saisi le numéro unique parcellaire. C'est la raison pour laquelle il faut faire enregistrer sa parcelle pour obtenir le numéro unique parcellaire de sa parcelle, et puisque c'est ça qui va être la clé d'entrée à la base de données cadastrales. Et j'ai dit, tout ce qui va régir la vie de la parcelle désormais va passer par la base de données cadastrales. D'accord. Alors, sur le plan cadastral que nous avons en ligne, les zones qui, pour l'instant,
n'ont pas connu de lotissement, de remembrement et tout ça, est-ce qu'il y a des informations? Est-ce que vous... Parce que bon, là où il n'y a peut-être pas de lotissement, il y a quand même des plaques qui sont déposées sur ces parcelles. Est-ce qu'il y a un travail qui a été donc effectué sur ces choses-là? Ou bien là où il n'y a pas de lotissement, vous n'intervenez pas pour l'instant? On doit, lorsque je dis on va couvrir tout Cotonou, je suppose, bon, tout Cotonou, c'est vraiment Cotonou est entièrement occupé, d'accord? Lorsque je sors de Cotonou, au moins 90%. Voilà, lorsque je sors de Cotonou et que je vais à Abomey-Calavi, par exemple, il y a des zones agricoles encore à Abomey-Calavi. Lorsque je vais vers Panrou, non, Révier, ne parlez pas de Révier, Révier est vraiment comme un œuf, Révier est plein là. Ah bon? Non, je vais à Zinvier, je vais à Panrou, d'accord, je vais à Glo, et donc il y a encore quelques espaces agricoles là, dans ces zones-là. Et donc, si nous voulons couvrir entièrement Abomey-Calavi, nous allons également prendre en compte toutes ces zones-là. Il ne s'agit pas des zones où il y a des bâtiments forcément. Mais je dis, c'est tout le territoire national qui veut être couvert par le cadastre. Donc, sur la plateforme aujourd'hui, sur cadastre.bj, il n'y a que les zones sur lesquelles on dispose d'informations. J'ai dit on a exploité les plans de lotissement, mais également des plans fonciers ruraux. Ça veut dire que dans des communes comme, je sais pas, Corvey, là où il y a eu des plans fonciers ruraux, ce sont des zones agricoles. Il y a ces plans-là également, ces informations-là sont disponibles sur la plateforme aujourd'hui. Donc il n'y a pas que les zones dans lesquelles il y a des bâtiments, mais c'est partout où il y a déjà eu des opérations. Donc, même là où il n'y a personne, on peut avoir les informations. C'est le but du jeu d'ailleurs. Mais est-ce que vous sentez vraiment l'implication des populations? Est-ce que vous sentez vraiment que les gens sont intéressés? Ah oui, bien sûr. Les gens sont très intéressés parce que lorsqu'ils comprennent, ils finissent par comprendre l'intérêt qu'ils ont à faire enregistrer leur parcelle, mais ils sont très pressés. Par le passé, il y a beaucoup de communes qui réclament l'opération pour pouvoir finalement respirer. Parce que l'expérience a prouvé que les zones dans lesquelles on est déjà intervenu, dans ces communes-là, il y a eu une accalmie totale. D'accord. Parce qu'on a parcouru toutes les parcelles, les gens se sont connus. Parfois même, il y a quelques levées de boucliers, mais les gens arrivent à discuter, à se comprendre et à fixer finalement les limites, leurs limites. Et une fois qu'ils se sont entendus comme ça et qu'ils savent que c'est déjà enregistré dans une base de données qui est tenue par une agence nationale, eh bien, les gens sont vraiment sereins et savent que pour leur postérité, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de difficultés puisque les traces sont là et vont rester indélébiles. Ce n'est plus comme avant. Avant, ou d'ailleurs jusqu'à présent dans nos communes, qu'est-ce qui se passe? La gestion est manuelle. Toutes les zones qui avaient déjà connu d'opérations foncières ont des répertoires papier où lorsque vous achetez une parcelle, il n'est pas rare de constater que les gens prennent un stylo pour barrer le nom dans un répertoire et écrire le nom de nouvel acquéreur. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas parce que tout ça est déjà numérisé, informatisé et donc toute l'opération de transaction foncière va se faire à travers la base de données cadastrale. L'autre chose, c'est que les zones aujourd'hui, même dans les communes, les zones dans lesquelles il n'y a jamais eu d'opération foncière, les communes ne savent pas qui est là et quelles sont les dimensions des parcelles qu'il y a là. Et donc, même quand on leur apporte, deux personnes viennent vers l'agent de la commune pour dire telle personne m'a vendu sa parcelle qui est située dans une zone où il n'y a jamais eu d'opération foncière. De quels moyens l'agent de la mairie dispose pour savoir de quoi on parle? D'accord? Même quand on leur présente des plans, des levées topographiques, il ne sait pas si le levé topographique est dans le bon système géodésique national. Il ne sait pas si ce levé topographique correspond à la réalité du terrain. Aujourd'hui, avec le cadastre, eh bien, depuis son bureau, le notaire ou toute autre personne pourrait savoir si les dimensions correspondent, quelle est la position géographique exacte de la parcelle et qu'est-ce qui prévaut là-bas. Si c'est une zone déclarée d'utilité publique, si c'est une zone non aedificandi ou pas, on sait automatiquement sur la plateforme du cadastre. Est-ce que vous voyez? Donc,
c'est ça qui permet de moderniser vraiment la gestion foncière et de pouvoir vite évoluer et évoluer de façon sûre. Oui. Parce que, ouais. D'accord. J'ai publié donc l'annonce de cette émission sur les réseaux sociaux. J'ai eu une réaction que je voudrais partager avec vous. L'intéressé dit « Il ne peut y avoir mobilisation sociale si les structures comme la COGEF, Commission de gestion foncière, ne fonctionnent pas dans nos communes. » Ça vous dit quelque chose? Oui. Les COGEF fonctionnent. Oui. Il n'y a pas de commune au Bénin, en tout cas, pas à ma connaissance. Sans COGEF. Sans COGEF. D'accord? Il n'y a pas de commune au Bénin sans COGEF actuellement, en tout cas pas à ma connaissance. Donc les COGEF sont mis en place, les COGEF fonctionnent. Maintenant, peut-être que l'auditeur est en train de parler des actions de la COGEF sur le terrain, mais en réalité, la COGEF est une structure qui est là pour appuyer le maire et donc aujourd'hui appuyer le SE ou la SE dans ses activités et pouvoir conseiller les décideurs en fait. Mais les structures surtout principales qui agissent sur le terrain, ce sont les structures locales, donc les SVGF, les sections villageoises de gestion foncière ou les SUGF, les sections urbaines de gestion foncière. Ce sont les entités de la COGEF qui sont directement sur le terrain. Aujourd'hui, dans les zones rurales où il y a des SVGF, donc des sections villageoises de gestion foncière, il n'y a pas d'attestation de détention coutumière, par exemple, sans la présence de la SVGF. Il n'y a pas d'opération cadastrale sans l'implication de la SVGF. Tout ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui sera fait pour la couverture intégrale du territoire national sera fait également concomitamment avec les SVGF. Et donc, nous travaillons de pair avec les SVGF. Les SVGF sont impliqués dans les équipes qui circulent, qui évoluent, qui vont à la rencontre de la population. Et donc, ce n'est que comme ça que chacun prendra sa part d'action dans ce qui est en train de se faire. Donc, les SVGF et les SUGF sont vraiment bien impliqués dans l'opération de collecte de données cadastrales. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs qui vont donc poser des questions ou apporter donc des clarifications ou s'ils ont des préoccupations d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent donc nous appeler. Je vais rappeler les numéros 40 11 17 18 et le 50 52 52 73. On peut également laisser des messages via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. Donc le standard est ouvert. Les auditeurs peuvent donc commencer à appeler pour évoquer leurs préoccupations concernant ce sujet. On parle bien entendu du cadastre national et on cherche à savoir l'implication des populations sur ce projet-là. Gisela Wangba, s'il y a un intervenant en ligne, on va pouvoir prendre. Pas encore. Et donc, je rappelle les numéros pour intervenir, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Et nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Naomo. Oui, bonjour. Votre nom? On m'appelle Adjaki Djebalil, je vous appelle depuis Zé. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Je vous remercie beaucoup et je remercie votre invité. C'est ce qu'on veut dans le pays. Il est en train de travailler correctement. D'accord. Vous voyez, j'ai un problème à Caravi. J'ai un beau-frère qui est décédé à l'âge de 43 ans et les deux enfants n'ont pas encore avoir 10 ans. Et son carré est là et il y a ici qui a réglé avec les hommes de Caravi pour nous envoyer de papier pour dire que c'est passé là, qu'il a gagné le procès, qu'il va nous en payer 3 millions. Les enfants qui n'ont pas encore 10 ans, comment on va faire pour payer 3 millions? Alors que nous sommes béninois, on paye la terre béninoise et on paye régulièrement les impôts. Et voilà la situation que nous sommes aujourd'hui. Donc, moi vraiment, je ne sais pas pourquoi les choses sont comme ça. Bien. Et ce que le monsieur il est en train de dire, moi j'ai apprécié son travail. Parce que c'est grâce au gouvernement que nous les pauvres, avoir la parole même au tribunal. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Au niveau du commissariat, ils vont te jeter, mais tu vas fatiguer, c'est tout. Bien, et en ce qui concerne, le passage de Tambou Djevier ici, quand est-ce qu'ils vont nous faire le bornage? On n'a pas l'électricité, on n'a rien. Alors Tambou Djevier, dans Zé ici, c'est peuplé. C'est peuplé dans Zé,
temps qui est peuplé. Même ces centres n'est pas peuplé. On n'a pas de voie, on n'a pas d'électricité, il n'y a rien, absolument rien. Moi, je voudrais demander de nous aider à voir au moins de faire le bonnage pour que nous-mêmes, nous sommes à Cotonou, à côté ici, à 35 km. On n'a pas de l'électricité pour avoir la télévision. D'accord. Je vous en prie beaucoup de nous aider à voir ça. Mais le problème de parcelle, il n'a qu'à nous expliquer exactement comment on peut faire. D'accord. Il y a des hommes comme lui dans les domaines pour négocier avec les royaumes de Caraïbes, pour négocier pour avoir de l'argent. C'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, Bon. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Ok, nous sommes contents de votre explication et nous sommes contents aussi des questions posées par notre journaliste. Et moi, j'ai une question seulement. Je voulais savoir si l'opération est délocalisée dans les communes, au niveau de ma commune, où je peux trouver le siège de plaque d'espace pour pouvoir m'enregistrer. Parce que je suis intéressée par tout ce qui a été dit, mais est-ce que c'est dans la commune de Michedi, à Clos-Michedi? D'accord. C'est tout, hein? D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, Oui, et donc la question est bien précise. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, votre nom? Mon nom c'est Ignacio Ndossou Innocent Apostolo. D'accord. Allez-y, on va essayer. Oui. C'est vrai, il y a mon bail recasement. Mais il y a bail, il y a mal au travail, bon comprendre. Ouais, donc ma vie, là, il y a un bail pour Adjara par exemple, pour les gens identifiés, il y a un bon tout cas. D'accord. Moi, je ne comprends pas dans la vie. Non, l'invité a compris. Vous aurez la réponse. Hein. D'accord. Merci beaucoup à vous. On prend un autre bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. À qui avons de l'honneur? Sébastien Nyokosu. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur Nyokosu. Bonjour. Merci à vous pour les explications. J'avais préparé beaucoup de questions, mais j'avoue que le journaliste a pris beaucoup de mes préoccupations. Je vais poser d'autres. Si ça n'a pris sa place, vous allez l'enlever. Ma première question, à combien coûte l'enregistrement des parcelles actuellement à NDF? Parce que vous êtes de là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut pour enregistrer sa parcelle? Convention simple, convention signée par les autorités. Tout simplement, je demande à quel niveau des formalités votre convention sera pour être enregistrée à NDF. Deuxième préoccupation, cadastre. Il n'y a pas reçu les cadastres, les agents qui viennent enregistrer les parcelles chez lui. Il n'a aucune information. Passer toutes les étapes d'enregistrement, il ne sait pas enregistrer. Quel sera le sort réservé pour sa parcelle, pour sa maison? Maintenant, aujourd'hui, il y a des parcelles vides qui n'ont plus de nom. Comment les agents enregistrent ces parcelles? Nous avons vu des agents dans la zone de Michel-Port, mais moi j'ai vu qu'ils enregistrent les gens, mais ils ne mesurent pas les maisons. Est-ce que c'est après qu'ils vont revenir mesurer, prendre les dimensions des maisons, ou bien comment ça se fait? Parce que vous avez parlé des dimensions des parcelles. Et ma dernière préoccupation, après le cadastre, n'assisteront plus aux litiges, aux problèmes domaniaux dans nos tribunaux. Voilà quelques questions que j'ai vu que ça reste, qui n'ont pas été posées. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyokosu. On va poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, votre nom? C'est M. Vincent. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Alossetti. Oui. Ok, et j'ai deux préoccupations. La première, qu'en est-il pour les parcelles déjà enregistrées? Secondo, et
J'ai pas compris votre préoccupation. Qu'en est-il des parcelles enregistrées? Ça veut dire quoi? Déjà, c'est que les parcelles qu'on a déjà enregistrées. À la NDF? Oui, à la NDF. Non, ça n'a rien à voir avec le cadastre. C'est totalement différent. Le cadastre, c'est les agents qui se déplacent vers les maisons pour prendre les informations. Mais l'enregistrement, c'est que vous amenez votre convention à la NDF et vous, aujourd'hui, vous êtes obligé de payer quelque chose pour ça. Oui. Tout ça là, c'est déjà fait. Bon, d'accord. J'aimerais savoir plus, quoi. D'accord. Donc, la seconde préoccupation est que, moi, je suis à Didier. Oui. Là où nous sommes des autochtones. Maintenant, c'est que la déclaration qui a été faite dans le temps n'est pas du tout conforme à la réalité du terrain. Donc, comment nous pouvons gérer ce problème? Donc, c'est ma deuxième préoccupation. D'accord. Merci. Merci. Nous allons donc poursuivre avec d'autres. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Votre nom? Midar Fazou. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup et je salue l'invité. Oui, bonjour, M. Pazou. C'est vrai que, merci. C'est vrai, j'ai pris un peu l'émission comme ça. Et je voulais poser une question. Suffit-il d'avoir sa convention de vente? C'est-à-dire, j'ai mon argent, on me vend une parcelle, on me dérive une convention de vente sans les autres sécurités. Il suffit d'avoir ce document pour se faire enregistrer sur le plan cadastral. Ma seconde préoccupation, je demande au monsieur, est-ce que je ne sais pas que cette opération traîne un peu le pas, parce que depuis 2016 jusqu'à l'autre jour, bon, moi je ne sais pas ce qui est réellement fait. Bon, toutes mes excuses. Puisqu'on continue jusqu'à l'autre jour d'enregistrer des cas de casse, des cas de vente de parcelles à plusieurs personnes. Faisons un peu le tour de nos tribunaux, vous allez comprendre. N'a-t-il pas l'impression que le travail traîne un peu le pas? Bon, c'est vrai, c'est pour régler tout ce problème-là, mais est-ce que ça ne traîne pas un peu le pas? D'accord. Maintenant, il a vendu un secret là, moi je suis qu'à partir de cette émission, à partir d'aujourd'hui, les gens ne vont plus enrichir leur convention à la NDF, comme il nous l'a expliqué, parce que pour nous, quand on prend sa convention et qu'on va à la NDF pour enrichir, c'est que bon, c'est bien une garantie que bon, cette parcelle-là, c'est bien pour celui qui est venu enregistrer, alors que c'est les impôts. Je crois à partir de ce jour, non, on n'a pas dit ça sur ce plateau, je vous en prie, on n'a pas dit. Vous faites votre déduction, vous ne pouvez pas nous imposer ça, quand même. Ok, merci beaucoup à vous aussi pour votre passage sur nos antennes. On prend un autre, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Mon nom c'est Rougan Éloi, le chef quartier de Fifonti, arrondissement de Touba, commune d'Abomey-Calavi. Nous vous écoutons. Voilà, monsieur Brice Capouin, Pépoin, Kossou Beto, c'est bel et bien ça? Non. Fabrice Gilles Kossou. Kossou, ok. Comment vous allez? Je vais très bien, monsieur Rougan. Ok, moi, en tant que chef quartier, il y a des choses qui se passent dans le quartier. Moi, je suis contre. Je suis contre. Toutes les vents sont fermés. Tous ceux qui connaissent chez moi, là, vous venez devant mon portail, là. Normalement, quand tu regardes tout droit, si les véhicules passent, vous devez voir. Ils ont fermé toutes les vents. C'est ma soeur, c'est ma préoccupation. La deuxième, là. Qui a fermé les vents? Qui ferme les vents? C'est les servitudes ou bien vous m'écrivez beaucoup, hein. C'est les Jovettes qui font les choses, non? C'est les Jovettes. Si vous voulez, venez chez moi, vous allez voir ce que... Vous parlez des procédures de lotissement. Tout à fait. Bon, ils ont fermé les vents, ils ont vendu les parcelles sur les vents, c'est ça? C'est ça, on dit servitude. C'est très bien chez moi ici. Si tu regardes moi, je n'ai pas
le répertoire non actualisé, le répertoire que moi j'ai ici là, tu vas voir plein de noms. Les gens ont peur de dire, tu vas voir le même nom 10 fois, 15 fois dans mon répertoire. Hein? Ça c'est pas normal. Votre deuxième préoccupation? Pour terminer, parce que j'ai devant moi une invitation. C'est pourquoi tout à l'heure je demande, il me semble que c'est le cabinet qui a invité la personne et qui a signé, je vois, M. Brito, Corson Brito. Et le rendez-vous c'est demain et cabinet Topo. Ça c'est une affaire particulière. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Hein. C'est pas celui qui vous a invité qui est à l'antenne, monsieur. D'accord. Il n'y a pas de confusion à faire. Merci beaucoup à vous hein, pour votre passage, monsieur Rongan-Éloi. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Fabi. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, l'invité. Oui, bonjour, monsieur Fabi. Merci à vous pour votre détail que vous allez pour nous rassurer. Merci. Bon, par rapport à la réussite sur le cadastre, les héritiers qui n'ont pas de papier, par exemple à Cotonou, qui n'ont pas de papier de leur parcelle, comment ils vont procéder pour l'enregistrement? Maintenant, des zones comme Calavi, non-recasé et autres là, ou bien non-lotis, comment vous allez procéder à leur enregistrement? Parce que parfois, il n'y a pas de plaque. Comment vous pouvez faire pour pouvoir enregistrer toutes ces parcelles-là? Parce que vous avez dit que tout le bénéfice sera enregistré. Maintenant, et je remercie l'intervenant qui est passé tout à l'heure. Nous avons des petites ruelles là qui sont aujourd'hui vendues dans des terres où on enregistre fermé. Alors que ça nous aidait à rapidement sortir dans l'autre vent pour faire le pouce. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser par rapport à ça? Parce que j'ai vu hier vos agents sur le terrain et ils prenaient les mesures des maisons. Donc, les vents sont inclus pour ceux qui ont déjà vendu les vents en même temps les parcelles. Donnez-nous un peu de détails par rapport à ça. D'accord. Merci à vous. Merci. Merci. On va prendre un autre bonjour. Bonjour, le plateau. Oui, votre nom? C'est Gaston Hercule à Moussou. D'accord, monsieur Amoussou, nous vous écoutons. Oui. Bon, moi, ce que je me suis en train de dire là, moi, j'aurais souhaité qu'ils n'ont qu'à aller au Togo, Lomé tout près. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Il me semble que c'est maintenant que nous avons reçu l'indépendance où si l'État veut exproprier encore Cotonou, les terres de Cotonou là, il n'a qu'à le dire franchement. Parce que la durée de vie d'un homme sur terre est quoi? Il y a des zones à Cotonou qui ne sont même pas encore loties. On dit souvent que la terre appartient à l'État. L'État n'a qu'à lotir les terrains sans les propriétaires. Et quand il y aura, quand quelqu'un dit que ça c'est à moi, là, il n'a qu'à sortir les papiers, on lui attribue ça. Parce que aller à Régie, aller à Bao, aller même à Accra, ici, moi, à Accra, ici, il y a des terres qui ne sont pas encore loties. Et les gens sont déjà admis à la retraite et après 25 ans, 30 ans, on vient encore les cadrer. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Moi, je voudrais souhaiter que l'État prenne en charge le lotissement d'abord et que dès que les propriétaires vont se présenter, ils n'ont qu'à incorporer dans le lotissement les frais que l'État a dépensés pour pouvoir ces choses-là. Voilà, on parle de cadastre. Depuis 1960, c'était maintenant qu'on est en train de nous parler de cadastre. Non! Vous voyez encore les copies. Allez, ce qu'on fait ici, là, ça ne se passe à l'oublier. Tous les terres, là, c'est déjà loti par l'État. On n'a même pas besoin de jeter de l'argent par là. On va faire le recensement, on vient, on pose encore des retours là. On demande au géomètre de venir, on va interroger les gens. Mais quand même. D'accord. Non. Merci. C'est pas bon ça. Merci beaucoup. Merci bien, oui. Bonne journée. On va prendre un avant-dernier. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Madame Fadonou Nadine à l'écoute. D'accord, nous vous écoutons, Madame Fadonou. Bonjour, monsieur qui est sur l'antenne avec vous. Bonjour, Madame Fadonou. Bonjour. Ma préoccupation
va à l'endroit de votre service dont vous parlez là. Est-ce que le service, ce même truc-là se trouve dans la localité de Zé, précisément Zé Dakota? Parce qu'on a acheté des parcelles là-bas et des années plus tard, on a commencé par faire les papiers et des années plus tard, les gens disent que c'est des domaines que l'État leur avait légués pour cultiver et ça ne leur appartient pas. Je me demande si vraiment, et c'est en complicité avec les délégués du quartier, hein, et certaines autorités aussi, permettez-moi de dire ça, et les gens ont des mains, quand on va les convoquer même au commissariat, les gens sont là et se révoltent. Oui, c'est pour tout ça qu'on est en train de parler de cadastre aujourd'hui, pour qu'on puisse mieux enregistrer les domaines et les parcelles. Oui, je demande si le cadastre fait fonction aussi là-bas. Est-ce que vous avez travaillé à Zé? Zé. Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir. On a déjà fait l'enregistrement à NDF. Oui. D'accord. Et maintenant, pour le reste des papiers, la mairie doit signer maintenant. Ça veut dire que les chefs quartiers doivent signer. Et à ce moment-là, s'ils ont commencé par faire des Johnny D'accord. On a compris votre préoccupation. C'est important. Si notre invité a la capacité de répondre, vous aurez une réponse. Mais on retient globalement que ça continue donc de hanter les citoyens. Le dernier intervenant va le prendre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour. On m'appelle Roland Simon Assis. Nous écoutons. Je voudrais remercier votre invité. Oui. Et demander combien de temps va durer cette opération sur tout le plan national. Ensuite, demander si ce n'est pas à cause du déficit de techniciens sérieux que cette opération n'est pas programmée sur tout l'étendue du territoire au même moment. Troisième question, est-ce que la NDF a un système hautement sécurisé des données numériques informatisées? Parce que vraiment, tout ce grand travail qui est en train de faire, ce n'est pas sécurisé du tout et je ne serais pas du tout intéressant. Il faut être sécurisé contre tous les aléas possibles. Et on sera sûr qu'on a des informations fiables par rapport au domaine du foncier dans notre pays. D'accord. Voilà mes préoccupations. Je vous remercie. Merci. Et voilà. Je voudrais, si vous le permettez, que la réponse commence par là. La dernière préoccupation de Narcisse Rolonou, qui cherche à savoir si les informations que vous déposez sur le site cadastrenational.com ou je ne sais pas quoi, ou bien .bj, cadastre.bj, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que quelqu'un ne peut pas aller là-bas traficoter? Ou bien vous avez mis parcelle litigieux, quelqu'un il va avec couleur bleue et lui il va changer, il dit que c'est couleur rouge, c'est déjà TF. Est-ce que vous prenez toutes les dispositions pour la sécurité informatique autour du projet? Je ne vais pas pouvoir utiliser des termes techniques parce que... vous n'êtes pas technicien. Voilà, ça va pas être... Les termes ne pourront pas être bien compris par tout le monde. D'accord. Mais je puis vous assurer que la sécurité est garantie. D'accord. Vous savez bien que dans ce pays, il y a des structures qui sont en charge de la sécurité numérique. Et donc, tout le travail qui est en train de se faire se réalise avec le concours de ces structures-là, je crois, ANSSI, qui s'occupe du volet sécurité et tout se fait avec eux. Il y a plusieurs data centers donc, où les données sont déposées. Et donc, tout ce qui est en ligne, en réalité, que vous voyez en ligne, même si vous allez trafiquer ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là la source. En fait, ce qu'on voit en ligne, pour parler un peu terre à terre, afin que les gens comprennent, c'est que tout ce que vous voyez en ligne, c'est une copie. C'est juste une copie. Une projection. Une projection, voilà. C'est ça, c'est juste une projection. Et donc, même si quelqu'un pourrait éventuellement aller faire quelque chose là-dessus, la personne ne touchera pas la source même de l'information. Mais rassurez-vous,
vous. La sécurité, c'est pas seulement contre les hackers, mais la sécurité, c'est également les agents qui travaillent. Donc, tout ça, c'est pris en compte dans la sécurisation des données, ce qui fait que toute opération qui est faite sur la base de données est retracée, est totalement retraçable. Telle personne est intervenue, a fait telle opération à tel moment, c'est à partir de tel poste, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est retracé et tout ça, c'est pris en compte dans le dimensionnement du dispositif numérique. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, même si un bâtiment brûlait, les données seront toujours conservées. Donc la politique en matière de sécurisation foncière. Vous avez noté les questions, je vous laisse, vous allez essayer de répondre. Parce qu'il y a d'autres questions qui viennent par message, donc vous allez vider ce qui est là. Très rapidement, je voudrais revenir sur la différence qu'il faut faire entre l'enregistrement de la convention de vente et le cadastre. Et ça mérite clarification. Ça mérite vraiment que l'on répète ça à plusieurs reprises pour que les gens puissent comprendre. Parce que je disais à l'entame de l'émission que l'enregistrement des conventions de vente, ça ne signifie pas une opération de sécurisation de sa parcelle. Non, c'est la sécurisation, plutôt peut-être si sécurisation il y a, de la convention de vente. C'est un contrat que l'on présente à l'administration pour obtenir une date certaine. Parce que si vous et moi, nous faisons une vente, nous opérons un échange, d'accord, vous me donnez de l'argent, je vous dis, bon, je vous cède ma parcelle, nous pouvons faire un document, d'accord, ça devient un contrat, mais nous pouvons écrire la date que nous voulons là-dessus. Chacun peut choisir de dire que c'est depuis 1972, que c'est depuis 1980, ainsi de suite. Mais il faut aller enregistrer cet acte-là pour obtenir une date certaine. C'est la date posée par l'inspecteur qui fait foi. Et c'est ça l'opération d'enregistrement du contrat que représente la convention de vente. C'est la date de l'enregistrement. C'est la date de l'enregistrement. C'est pour ça qu'on parle de convention enregistrée. D'accord. Donc, c'est bien ça, convention de vente enregistrée. C'est l'enregistrement de l'acte, du document. D'accord. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la collecte des données foncières. Et donc, les équipes vont sur le terrain. Ça se passe sur le terrain. Ça, c'est la parcelle même qui est concernée. Il faut aller relever les dimensions de la parcelle, pouvoir positionner ça, donc pouvoir lui donner des données géographiques pour sur un plan pour savoir exactement où se trouve la parcelle. Tous ceux qui sont partis enregistrer leur convention de vente, l'inspecteur n'est pas capable de dire exactement où ça se trouve. Il ne peut pas quitter son bureau et aller sur la parcelle. Or, si on fait le cadastre, on peut quitter le bureau et aller exactement sur la parcelle qui a été enregistrée. Alors, donc, quelqu'un a posé le problème de les enfants qui sont décédés, du moins des parents décédés. La plupart, je remercie vraiment tous les auditeurs qui sont intervenus, la plupart des questions trouvent leur solution dans le cadastre. C'est ça qui justifie même le cadastre. Vous voyez, il y a des gens qui achètent des parcelles et qui n'en parlent même pas à leur épouse, qui n'en parlent pas à leurs enfants et autres. Et nous ne pouvons pas décider de quand est-ce que... Ils ont peur de la mort. Et non, mais justement, le jour où ils décèdent, les enfants retrouvent des documents, des conventions de vente et autres dans les affaires, parfois même des titres fonciers dans les affaires, mais ils ne savent même pas là où se trouve la parcelle. Alors, imaginez, si les parcelles sont déjà enregistrées au cadastre, eh bien, il suffit d'apporter ce document-là à l'administration et on est capable de vous conduire sur la parcelle. C'est autant d'avantages que représente le cadastre. Et donc, on est capable de savoir où se trouve telle ou telle parcelle. Or, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens achètent des parcelles, ils meurent, les enfants ne connaissent même pas où se trouve la parcelle. Ceux qui ont vendu sont toujours là. Ils se disent propriétaires terriens. Et ils ne vous voient pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils revendent la même parcelle. Ils revendent la même parcelle. Or, si cette parcelle est enregistrée au cadastre, les propriétaires auraient beau chercher à vendre cette parcelle, ils ne pourront pas, parce qu'ils n'auront pas le droit, parce que quel que soit là où ils iront, ils doivent passer par la base de données cadastrale pour faire l'opération de vente. Et il faut pouvoir justifier de ce que celui qui veut vendre a le droit de vendre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important, c'est un outil vraiment de sécurisation de la terre. Quelqu'un a parlé de bornage à Tangbo Djevier. Je pense que
Le Tambo Djevier va être pris en compte plus tard. C'est la même chose que Accro Misrété. Ça va être pris en compte plus tard puisque Cotonou est un démarrage et puis ensuite les autres communes vont suivre. Et à Diara également, comment enregistrer une parcelle qui n'est pas encore recasée? Il ne s'agit pas de l'enregistrement rien que des parcelles recasées. Il s'agit de l'enregistrement de toutes les terres, que ce soit une terre urbaine ou une terre rurale. Donc, ce n'est pas seulement les terres recasées qui sont concernées. Même si la parcelle n'est pas recasée, on peut enregistrer cette parcelle-là. Et on va aborder tout à l'heure comment est-ce qu'on peut même enregistrer une parcelle lorsque la parcelle est située dans une zone qui n'est pas concernée par la collecte générale, enfin, l'enregistrement collectif qu'on est en train de faire. Combien coûte l'enregistrement à l'ANDF? Moi, je pense que M. Yonransou était en train de parler de l'enregistrement de la convention de vente. Et donc, ça, il y a un certain nombre de paramètres. Il y a une pré-liquidation qui se fait même en ligne. Donc, à partir de votre chambre à coucher, vous pouvez déjà savoir combien vous devez payer parce que c'est variable. Il y a un certain nombre de paramètres et on n'est pas venu pour ça. Et il faut dire bien séparer les choses. L'enregistrement de la convention de vente n'est pas pareil que l'enregistrement de la parcelle au cadastre. D'accord. Les pièces à présenter, c'est toute pièce pouvant justifier du droit que l'on détient sur la parcelle à présenter aux équipes qui viennent sur le terrain. Et après la fin de l'opération, ceux qui ne se seraient pas enregistrés, on l'a déjà dit, et ils pourront toujours se porter vers l'administration pour remplir des formalités pour se faire enregistrer, seulement que on ne sait jamais, ils peuvent faire face à des dépenses. Les parcelles vides, comment est-ce qu'elles sont enregistrées lorsqu'on ne voit personne? Eh bien, la parcelle est mesurée. Vous savez, quand vous enregistrez les parcelles des personnes qui sont présentes, finalement, il y a un vide qui va se dessiner entre les parcelles qui sont enregistrées. Et donc, tout ça, ça devient comme un vide, une zone où le propriétaire ou les propriétaires n'ont pas pu être identifiés. Donc, ça va être enregistré comme tel. Zone dont on n'a pas pu identifier les propriétaires. C'est surtout sur ces zones-là que, si éventuellement ils reviennent, ils vont pouvoir suivre la procédure qu'il faut pour se faire enregistrer les parcelles. Il y a des opérations ou des équipes qui sont sur le terrain mais qui ne mesurent pas les parcelles. J'ai dit c'est au besoin. Nous sommes en zone urbaine actuellement et donc ce sont des zones dans lesquelles il y a déjà quelques informations qui existaient. Et donc il ne faut pas aller faire systématiquement des mesures. Il faut analyser. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord une phase d'analyse des données disponibles pour voir la nécessité de faire des mesures sur le terrain. Donc, s'il n'est pas nécessaire de faire des mesures, si ce qui est disponible est déjà correct, eh bien, ils iront seulement pour collecter les informations sur la parcelle et sur les personnes. Avant de poursuivre, j'ai une question pour vous. Oui. Vous savez très bien que dans notre pays, par exemple, pour indiquer un lieu, on fait tellement de gymnastique. Ouais, j'ai été marqué à mon enfance où on a pris donc un conducteur à Cotonou ici, on a dit qu'on allait au Nigeria. J'ai gardé toujours ça à l'esprit. On va Ikoyi Kupa Road, number 22B. Quand le gars nous a pris à Cotonou, il nous a amené à destination. Mais ici au Bénin, il faut dire que c'est proche de ceci, c'est proche de ça. Est-ce que c'est le plan cadastral qui va nous permettre de finir avec ça? Le plan cadastral va servir énormément à ça, c'est l'adressage. D'accord. Il s'agit de l'adressage. En réalité, actuellement, à Cotonou, il y a un système d'adressage qui existe. Malheureusement, et vous avez vu, malheureusement, on n'utilise pas. On est tellement habitué. En fait, c'est que on a du mal à changer. On a du mal on veut rester dans notre zone de confort. Et donc, quand on nous propose des réformes, on est réticent. C'est ça, en réalité. Les numéros, combien de gens font attention aux numéros qu'il y a sur leur clôture? Ils n'ont même pas ça en tête. Ils n'ont même pas ça en tête. Donc, ils ne sont même pas capables de dire « Ma maison, c'est le numéro tant de telle rue ». Ils sont pas capables. Les numéros des rues sont connus. Ils sont connus et les maisons aussi sont griffées. Exactement. Le numéro bleu qui est affiché au portail et tout ça. Exactement, mais personne ne fait attention à ça. Appelez un Zémidjan et dites-lui que vous allez dans telle rue. Même les rues qui sont connues. Oui. Même les noms des avenues. Appelez les Zémidjan et dites-leur je vais à l'avenue de l'Orme pour voir s'ils sont capables de savoir. Ils ne sont pas capables de savoir. Tout ce qu'ils savent là, c'est 3e rue, après Église Saint-Michel, ou bien 2e rue, après... Je vous laisse poursuivre. Alors, donc, mais l'adressage, c'est nécessaire et la base de données cadastrales va servir énormément à ça. On n'a pas parlé
des éléments qu'on pourrait faire après. Mais quelqu'un a parlé des litiges, d'accord? Oui, la base de données cadastrale va être accessible à tous, j'ai dit, et principalement à tous ceux qui en ont besoin. Les juges en ont besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Les juges sont obligés de faire venir des responsables d'affaires domaniales des communes et ils passent la journée au tribunal. Alors, ça, c'est un manque à gagner pour l'administration. Alors qu'on peut juste aller sur un site internet pour savoir d'où est-ce qu'on est en train de parler. Les gens se présentent devant un juge et ils lui disent nous sommes en train de nous disputer sur une parcelle qui est située à, je sais pas, à Tangbo-Djevier, par exemple. Mais si le juge, il ne connaît pas Tangbo-Djevier, comment il va faire? Parfois, ils font des déplacements sur le terrain, mais parfois, non. Nous voyons aujourd'hui des décisions de justice qui ne sont sous-tendues par aucun plan. D'accord? Mais parfois même, il y a des plans, mais les plans ne sont pas dans un système de géoréférencement qui permettent de savoir exactement de quel endroit on parle. Alors, du coup, les gens ont beau jeu d'aller sur le terrain, d'aller délimiter ce qu'ils veulent pour dire, bon, moi j'ai une décision de justice, voilà, c'est tout votre quartier qui est pris en compte et dégagé, déguerpissé. Et on veut travailler là-dessus. Si on a un cadastre, eh bien, tout ça, c'est terminé. Parce que en allant même rester en justice, on est capable de donner les numéros uniques parcellaires des parcelles dont on est en train de réclamer les droits. Et là, le juge sait exactement sur quoi repose le litige. Et aujourd'hui, la Cour spéciale des affaires foncières, soit dit en passant, est obligée à chaque fois de faire recours à la NDF. Pour le peu qu'on a déjà, ça sert énormément parce que nous avons pu enregistrer, traiter un certain nombre de données qui sont à notre niveau et tout le monde vient puiser déjà à cette petite source-là. Et qu'en est-il déjà des parcelles enregistrées? Je pense que c'est déjà fait. C'est ça, hein? Oui. Ce qui est déjà fait, j'avoue que je n'ai pas bien compris la préoccupation, c'est ça. Ensuite? Oui, bon. Moi, je vous aide. Hein. Il y a, par exemple, un certain Pazo qui a parlé de convention de vente seule pour l'enregistrement. Oui, est-ce que la convention de vente suffit pour faire l'enregistrement? Oui, la convention suffit. L'opération traîne et pourquoi est-ce que autant de retard? Pourquoi est-ce que maintenant? Bon, je veux juste répondre, il vaut mieux tard que jamais. Et ce sont des choses qui auraient pu être faites depuis très longtemps. Mais il a fallu le gouvernement du président Patrice Talon pour lancer ça et dire véritablement il faut qu'on avance là-dessus. Et nous allons essayer de rattraper ce qu'on pourra rattraper. C'est pour ça d'ailleurs que nous invitons la population à véritablement participer. Parce que non, je ne suis pas là pour faire que les gens soient réticents à ça. Pas du tout. Si quelqu'un est réticent à ça, c'est que c'est la personne qui est en train de retarder en fait la modernisation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut participer à ça et il faut surtout veiller sur ses propres droits. Il ne faut pas rester en retrait pour pleurer après. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'occasion est donnée afin que nous puissions venir défendre nos droits et nos droits fonciers, veiller sur nos droits. Et donc nous devons saisir cette occasion-là. Vous faites référence à Lomé parce que quelqu'un en a parlé? Oui, en réalité, on a l'habitude de tout le temps citer les autres en exemple en disant ils sont meilleurs que nous, mais nous allons tous au Togo. Hein. C'est pas si reluisant que ça. Moi, je suis dans le secteur, on discute avec nos collègues du Togo. Il y a quelques crises. Ils ne sont pas très loin de nous, c'est vrai. On a l'impression quand même qu'au Togo, précédemment, les lotissements se faisaient. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement a arrêté les lotissements en disant il faut nettoyer et il faut annuler un certain nombre de lotissements? Il y avait du désordre, il y a trop de désordre qui se fait. Il faut d'abord un plan directeur d'urbanisme. Il faut un plan directeur d'urbanisme pour dire, voilà, telle zone va être une zone d'habitat, telle zone va être une zone agricole. Mais en réalité, l'habitat est en train d'avancer sauvagement et en réduisant totalement les terres agricoles. Vous voyez à Bomekalavi comment c'est en train d'évoluer. Il y a quelques années, il y avait des champs au niveau peut-être de Tankpé et juste après Tankpé et autres. Aujourd'hui, ce n'est que des maisons. En réalité, il y a des zones loties. Les gens fuient les zones loties en disant que les parcelles sont chères et ils vont se réfugier après Glodjigbe. Ils construisent leur maison et pour venir après, au boulot à Cotonou. Et puis après, ils se plaignent de ce qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. L'État n'a fait aucune prévision pour aller là-bas. L'État n'a fait aucune prévision pour les habitats là-bas. Mais
et l'administration également va prendre ses responsabilités. Et c'est ce qui est en train de c'est important. Déjà. Et l'urbanisme, la direction générale de l'urbanisme est déjà à l'œuvre afin que chaque commune se dote d'un schéma directeur d'urbanisme et d'un plan directeur d'urbanisme pour pouvoir savoir exactement la durée du cadastre. Actuellement, l'opération, je vais dire, l'opération qui se fait actuellement, les équipes seront sur le terrain jusqu'à fin mars. La phase d'affichage a déjà commencé dans certains arrondissements, notamment le 5e et le 3e arrondissement. Donc, ceux qui n'avaient pas participé peuvent aller rattraper le train au niveau de la phase d'affichage, qui est une phase très importante où il faut aller porter vraiment ses observations, aller voir si ce qui est sa parcelle porte vraiment son nom. Il faut s'assurer de ça à ce niveau-là. Mais la fin, c'est pour quand? À fin juin, je pense que l'opération qui est en train de se dérouler à Cotonou va s'achever à fin juin 2024. Et ensuite, le gouvernement décidera de la suite. Je vais lire quelques messages sur WhatsApp pour quand même vous permettre de répondre s'il y a possibilité. Il y a le professeur Hubert Théodore Ahimakin qui dit « Bonjour Radio Cotonou, je salue toutes les opérations qui se font depuis quelques années dans le cadre de la sécurisation de nos parcelles sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais cependant savoir pourquoi les travaux de lotissement et de recasement ne font presque jamais avant l'aménagement des populations sur les parcelles. » Je crois que vous avez brièvement répondu à cette préoccupation-là. Donc, c'est un choix fait par le Togo parce que les gens font souvent allusion au Togo. Oui, il y a Maurice Ogouchi qui dit les affichages se font déchirer en général ou s'abîment par les intempéries. Pourquoi ne pas choisir une consultation par tous à partir de son code ou son nom à partir de son téléphone sur un site indiqué? Ça, c'est une idée, mais vous savez, quand vous allez trop vite au niveau du numérique, les gens vous répondent, mais nos frères qui sont, comment dirais-je, qui sont analphabètes, ainsi de suite. On va vous répondre, le Bénin est à 80 et quelques % analphabètes, ainsi de suite. Donc, on combine les deux en réalité. Et pour répondre aux intempéries, les inscriptions, enfin les plans et répertoires et autres, les répertoires sont papier, mais les plans sont sur bâche. C'est une impression sur bâche que nous avons recommandé aux équipes pour l'affichage afin de répondre aux problèmes des intempéries. Donc, pour l'autre question, j'avais déjà répondu, le plan directeur d'urbanisme qui est en train d'être fait maintenant. C'est vrai, on a tous pris conscience de ce qu'il est important d'encadrer vraiment l'expansion urbaine et les dispositions se prennent déjà au niveau du ministère du cadre de vie pour ça. Il y a M. Ongan qui se plaignait de ce qu'on a fermé les vents et il dit ce sont les géomètres. Bon, je ne suis pas ici au titre de l'ordre de l'expert, mais je puis dire les noms dont il parle. Je parie que ce ne sont pas les noms des géomètres. Il dit qu'il y a plein de noms dans son répertoire sur ces rues-là. Je parie que ce ne sont pas les noms des géomètres. Il n'y a rien, sans rien. Ils savent très bien que c'est tout un ensemble de choses, mais il faut désigner des acteurs. Oui. Et malheureusement, les pauvres, ce sont eux qui sont en face des populations. Même s'il y en a qui en profitent, ils ne sont pas les seuls et il faut pouvoir dénoncer tout le monde. Mais le cadastre est également une occasion pour venir publiquement dénoncer ces choses-là. J'ai dit, c'est une opération qui se déroule en public. Lorsque vous estimez que il y a des vents qui sont fermés ou des ruelles qui sont illégalement fermées, ben, écoutez, l'occasion est donnée pour que tout le monde vienne se présenter. Et ceux qui se réclament de ces ruelles-là, ils peuvent venir. Merci beaucoup à vous. Votre mot de fin pour clôturer, parce que c'est fini. C'est fini. Et donc, les questions, j'ai lu un peu les questions envoyées sur WhatsApp et je voudrais donc inviter les auditeurs à réécouter la rediffusion de cette émission et à retrouver donc cette émission en ligne sur nos plateformes dès demain. Donc sur notre chaîne YouTube, vous pourrez donc suivre également cette émission pour avoir des réponses parce que des questions qui ont été posées ont déjà trouvé leur réponse depuis le début de cette émission. Donc on ne pourra pas s'attarder là-dessus, le temps est parti. Je vous donne la parole. Alors, je vous remercie vraiment pour cette émission. J'espère que les populations vont pouvoir saisir cette occasion offerte par le gouvernement de faire enregistrer leurs parcelles au cadastre. Je voudrais juste préciser qu'il n'y a rien à payer, ni aux équipes, ni aux autorités politico-administratives. L'opération est totalement gratuite.
Et donc, j'invite tout le monde à y participer. Je profite également pour dire qu'au niveau du 9e et 13e arrondissement, il y aura une opération de ratissage. On donne l'occasion à ceux qui auraient raté l'opération en décembre de l'année dernière. Ils peuvent, à partir du 18 mars, se présenter au niveau des bureaux d'arrondissement pour se faire recenser et ensuite les équipes se déplaceront vers eux. Mais ils vont faire d'abord le premier déplacement en venant s'annoncer pour dire je veux vraiment rattraper. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fabrice Gilles Kossou. Vous êtes le chef département du cadastre des opérations et de l'information foncière à l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de ce qui se fait pour le plan cadastral de notre pays, le Bénin. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Auditrices et auditeurs, merci à vous également pour votre participation. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Merci et très bonne suite de programme sur Radio Cotonou. C'est la voix des Cotonois. Franc-Parler